Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux tous les midis à être avec nous du lundi au vendredi. Je vous rappelle, le ZCL, c'est du lundi au vendredi de 12h30 à 14h avec Jessie. Bonjour. Bonjour Danick. Le week-end a été fameux. Oui, très comme bien. Toujours. Comme toujours. Bien, on a décollé. Effectivement, aujourd'hui, on parlera de tourisme, un petit peu de tourisme aérien, peut-être légèrement, puisqu'on a avec nous le directeur de Guadeloupe Pôle Caraïbes, M. Alain Bièvre. Bonjour. Bonjour. On parlera de tourisme, mais cette fois-ci, on ira dans les îles du Sud, particulièrement à Terre-de-Haut, puisque la directrice de l'Office du tourisme de Terre-de-Haut est aussi avec nous. Elle fera sa chronique de Terre-de-Haut. On va découvrir un petit peu cette île dont on croit tout savoir, mais finalement, il y a beaucoup de choses encore à découvrir. Et puis, plus tard, on fera le tour de l'actualité, et c'est tout de suite Jessie qui décline les titres. Merci Danick. Et dans l'actualité de ce jour, le salon de l'agriculture, c'est en ce moment à la porte de Versailles à Paris. Malgré une tension palpable due aux difficultés des agriculteurs en France, cet événement reste une très belle vitrine pour nos agriculteurs guadeloupéens. Et côté économie, les 25 et 26 février dernier s'est déroulé un séminaire sur le développement économique des DOM au WTC de Jarry. Il s'agissait donc pour les organisations membres de la FEDOM d'échanger avec les représentants politiques du développement économique des Outre-mer avant les prochaines élections de 2017. Et vendredi dernier, le lycée Raoul-Georges Nicolo de Basse-Terre organisait une journée porte ouverte sur le thème sciences et technologies, un nouveau regard vers l'avenir. C'est l'occasion pour nous de découvrir le bac STI 2D. Et voilà Danick pour le programme. On décolle vers Guadeloupe Pôle Caraïbes. C'était la semaine dernière, comme chaque année à peu près, la conférence de presse. Mais sauf que cette année, c'est le 20e anniversaire de Guadeloupe Pôle Caraïbes. Et son directeur nous a rejoint. Il est avec nous. Il a pris l'avion pour arriver. Il est arrivé à l'heure. Et on va faire avec lui un petit topo de ce gros building aujourd'hui, puisqu'il a 20 ans. 20 ans après, il suffit cet aéroport pour le trafic aérien inter-guadeloupéen, franco-américain, etc. Oui, alors par rapport au trafic que nous recevons aujourd'hui, bien évidemment, les installations sont parfaitement dimensionnées. Et nous avons eu le plaisir, donc l'année dernière, de mettre en service la gare régionale, ce qui fait que ça nous donne une capacité théorique de 2,5 millions de passagers an, donc on n'y est pas. Mais il est vrai aussi qu'il y a quelques petits investissements complémentaires qu'on devra faire pour véritablement être à cette capacité. Et ces investissements complémentaires sont aujourd'hui prévus dans notre plan d'investissement 2015-2020. Voilà, donc effectivement, on est dimensionné. Le bâtiment a bien vieilli, il a 20 ans, mais je pense que les services et nos équipes donc, l'ont bien maintenu. Et ce qu'on espère, bien évidemment, c'est de pouvoir toujours être capable d'accompagner la croissance du trafic et d'offrir aux professionnels et à la Guadeloupe un outil bien dimensionné donc, par rapport aux besoins du tourisme et aux besoins de l'économie de la Guadeloupe. Alors, est-ce que la salle des bagages est suffisamment dimensionnée? Alors, c'est un des points donc, qui a été mis en avant dans un audit qu'on a fait. C'est que vous savez que la gare régionale n'a pas d'espace bagage. Donc, elle a apporté de la capacité supplémentaire en enregistrement. Mais pour effectivement arriver aux 2,5 millions de passagers par an, il faut qu'on agrandisse la salle des bagages actuelle. Il y a eu effectivement une salle des bagages au niveau du régional. On ne s'est même pas contraint de faire cet investissement, mais là, il est prévu effectivement d'agrandir la salle des bagages. On a estimé aussi qu'il manque à peu près 1000 mètres carrés dans la salle d'embarquement. Donc, il est prévu aussi de trouver des mètres carrés supplémentaires au niveau de ces salles d'embarquement sous la période 2015-2020 pour être à ce niveau de trafic. Alors, on a observé durant ces 3 dernières années donc plus de 2 millions de passagers. Comment vous expliquez cette croissance ? Alors, c'est vrai que l'élément important, c'est que ça fait la 3e année consécutive que nous sommes au-delà de 2 millions de passagers. Et ça fait quand même 7 ans, donc depuis ces 20 dernières années, donc on a dépassé ce seuil, mais c'est la première fois qu'on reste 3 années au-delà. Et nous, ce qu'on espère, c'est que rester durablement aéroport millionnaire. Alors, ce qui explique cette croissance, c'est que, bon, ce n'est pas des taux de croissance très importants, puisqu'on est dans les 2-3%. On a fait plus 3% donc en 2015. Mais en fait, ce qui a apporté la croissance, c'est qu'il y a un maintien et il y a un développement du trafic sur la métropole, puisque pour cette saison, l'offre de sièges est en progression de près de 9%. On a eu la bonne surprise en 2015 donc d'avoir la compagnie norvégienne. Là aussi, ça a dynamisé le trafic. On pense que l'effet norvégien va véritablement se faire sentir en 2016. Et donc voilà. Donc aujourd'hui, nous, l'objectif qu'on avait, c'était de pérenniser notre caractère d'aéroport millionnaire. Et je pense qu'en 2015, nous sommes en bonne voie puisque ça fait 3 ans de suite.
Alors, je voulais revenir avec vous sur quelque chose qui s'est passé il y a environ plus d'1 an. C'est la partition qui s'est faite entre la CCI et l'aéroport de Paul Caraïbes. Ça a laissé les gens sous le carreau, sous le tarmac, j'ai envie de dire. Ah non, du tout. Ça a été un changement dans la continuité. Et c'est vrai, donc, qu'en ce début d'année, nous sommes à 1 an dans ce passage, dans ce nouveau régime de gestion, donc de société aéroportuaire. Donc, vous avez dit le directeur général de l'aéroport. Je suis plus directeur général de l'aéroport. Maintenant. Je suis président du directoire de la société aéroportuaire Guadeloupe Caraïbes. Quelle est la différence Alors, déjà le personnel, quand même, puisque vous avez mis le pavé dans la mare, bien évidemment, le personnel qui était CCI a été mis à disposition de la société aéroportuaire, donc il n'a pas vu de changement à ce niveau-là. On a un contrat avec la CCI. Et la société aéroportuaire, bien avant le passage en société aéroportuaire, la CCI embauchait les nouveaux salariés sous contrat privé, ce qu'a continué à faire la société aéroportuaire. Donc il n'y a pas eu de personnel donc laissé sur le bord de la route, bien évidemment. D'accord. Et quel sera l'élément le plus important du coup pour vous permettre de drainer plus de trafic du coup en 2016? Alors, déjà, l'élément important qui nous permet d'être confiants, je dirais, cette année 2016, enfin, le but du jeu, c'est de ne pas redescendre au-dessus de 2 millions. Premièrement, c'est que sur la saison d'été qui s'annonce, l'offre de sièges annoncée par les compagnies aériennes va être en progression de 11% par rapport à 2015. Donc, c'est une période de forte activité, donc les mois d'été. Et donc, on espère que ça va bien évidemment soutenir la croissance du trafic. Et nous aurons aussi une année pleine d'exploitation de Norvégiennes qui déjà sur 2015, alors qu'ils avaient qu'un mois d'exploitation, sont déjà à la 10e position des transporteurs de l'aéroport. Et s'ils continuent leur dynamique, sous la base des résultats prévus donc à la fin de l'hiver, Norvégien sera quasiment à la 6e ou 7e place des transporteurs de l'aéroport. Et ils ont confirmé, donc le jour de la conférence de presse, ils ont confirmé qu'ils reviennent en novembre. Alors plus tôt, un mois plus tôt, et avec un programme identique. Donc déjà ces deux éléments-là mis bout à bout, sauf catastrophe, laisse penser qu'en 2016, nous sommes bien partis pour rester bimillionnaires au niveau de Paul Caraïbes. Et cette croissance vous permet du coup de gagner l'intérêt d'autres compagnies aériennes étrangères, je pense. Est-ce qu'il y a des négociations avec de nouveaux opérateurs cette année? Alors nous sommes en discussion, en rencontre permanente avec des compagnies aériennes. Donc on les rencontre lors de salons, on les rencontre aussi, il y a des salons aussi spécialisés, tels que le salon Routes par exemple, où là vous pouvez avoir des rendez-vous avec les compagnies aériennes. Donc c'est vrai que, vous savez, Norvégienne, les premiers contacts qu'on a avec Norvégienne, c'était il y a plus de 3 ans. Oui. Et aujourd'hui, ils se sont intéressés à la Guadeloupe, ils ont fait cet essai qui va être concluant. Donc on a d'autres compagnies aussi, bien évidemment, qu'on rencontre, à qui on présente des chiffres. Mais c'est vrai que le fait d'avoir cet opérateur qui a fait le choix de la Guadeloupe, ça peut peut-être nous ouvrir d'autres opportunités. Et la caractéristique de Norvégienne, c'est que c'est une compagnie low cost. Pendant des années, on s'est dit que le modèle low cost n'est pas applicable au trafic long courrier. Oui. Et ce qui fait qu'effectivement, les aéroports de métropole, vous savez, celui qui était en 9e position, il y a 15 ans, il y avait 10 000 passagers d'écart. Aujourd'hui, celui qui est en 9e position, il y a 2 millions de passagers d'écart. C'est qu'on pourrait rajouter Guadeloupe Caraïbes entre vous et nous. C'est que les aéroports métropolitains ont connu cet effet low cost il y a 15 ans que nous, dans les DOM, on n'a pas connu. Or, aujourd'hui, avec l'arrivée de Norvégienne, qu'est-ce que Norvégienne a démontré? C'est que pour les liaisons vers les États-Unis, on est dans des trajets en moyen courrier et de 4 heures. Donc le modèle low cost peut s'appliquer sur les liaisons avec les États-Unis, que ce soit Amérique du Nord, Amérique du Sud. Alors qu'on n'y pensait pas du tout. Vous voyez, le low cost arrive par un billet qu'on ne connaissait pas. Maintenant, sur le long courrier, ça commence à bouger. Puisque Air Caraïbes a annoncé une filiale low cost. Norvégienne a des longs courriers low cost. Ils ont ouvert donc du Londres-New York. Ils vont ouvrir donc du CDG New York. Peut-être que demain, il y aura du CDG Pointe-à-Pitre en long courrier. Alors, bien évidemment, ça a ses limites, le modèle long courrier, le modèle low cost, le long courrier, puisqu'il n'y a pas la même productivité. Mais n'empêche qu'on est dans un effet prix. Et à partir du moment où vous changez l'effet prix, vous accédez à une clientèle nouvelle. C'est ce qu'a fait Norvégienne sur les États-Unis. Ça veut dire que le trafic vers les États-Unis est en train de supplanter le trafic vers l'Europe, c'est ça? Alors, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Norvégienne a mis du jour au lendemain, en termes d'offre de siège, 2 fois ce qu'on avait sur les États-Unis. États-Unis et Canada réunis. Voyez, donc ils ont doublé l'offre. Voilà. Mais on reste quand même dans des marchés relativement modestes. Aujourd'hui, les échanges avec les États-Unis et le Canada, c'est 50 000 passagers par an.
Oui. Donc peut-être qu'avec Norwegian, on passera à 100 000. Donc on est quand même dans des volumes modestes par rapport à notre cœur de métier, qui est quand même le touriste métropolitain. C'est quand même ça notre cœur de métier. Et ça n'a pas changé du jour au lendemain. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un marché qui commençait à s'éroder un petit peu, à ralentir en termes de progression, voire à stagner, parce que vous avez des touristes métropolitains qui sont venus 4-5 fois en Guadeloupe. Demain, ils iront voir ailleurs, ils iront peut-être à Cuba. Donc aujourd'hui, si on veut maintenir notre place, il faut qu'on maintienne donc, notre cœur de cible, qui est le tourisme métropolitain, mais qu'on diversifie la provenance. Et Norwegian nous permettrait effectivement de diversifier la provenance des touristes. Mais il faut qu'on continue cet effort d'ouverture, donc on continue à démarcher d'autres compagnies. Et en début d'année, donc, on a souvent entendu ces menaces terroristes en fait, dans la Caraïbe. Est-ce que le développement ou le renforcement plutôt du contrôle de sécurité chez Guadeloupe Pôle Caraïbe permettrait de rassurer du coup les futurs voyageurs et peut-être gagner plus en trafic par rapport à cette menace? Alors, c'est vrai que, vous savez, malheureusement, il y a eu des attentats donc, à Paris, donc, en début d'année et en fin d'année dernière. Et c'est vrai que quand il y a eu les premiers attentats, on a dit oui, mais la Guadeloupe, c'est une destination sûre, il y a une situation qui est instable au niveau du Moyen-Orient, du Maghreb. Pour cette première entre guillemets, hypothèse de trafic report sous les Antilles, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose. Et c'est essentiellement l'Europe du Sud où il y a eu des taux de croissance de 20%. Entre la Grèce, l'Italie, l'Espagne, les Baléares, ils ont eu des croissances à 2 chiffres qui étaient liés au fait que tout le Maghreb, tout le nord donc, de l'Afrique, je dirais, avait ce risque terroriste, ou en tout cas cette déstabilisation. Maintenant, il y a eu les attentats de Paris, et c'est vrai qu'un touriste, quand il regarde le monde aujourd'hui, parce que les attentats de Paris, le signe qui a été donné, c'est qu'en gros, finalement, l'instabilité, le risque, il est partout dans le monde. Parce que Paris, c'est quand même la capitale au niveau touristique. Donc aujourd'hui, c'est au niveau mondial, et je pense que c'est pour ça qu'on a un très bel effet maintenant, parce qu'on a une croissance donc, de 10% en fin d'année, là, de 6% donc, au mois de février, donc on a une très forte croissance actuellement au niveau touristique, parce qu'effectivement, on bénéficie donc de cet effet report. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que sur Guadeloupe Pôle Caraïbe, la sûreté et la sécurité du transport, c'est 17 millions d'euros par an. C'est-à-dire, notre métier aujourd'hui, il y a trois éléments. Il y a l'aéronautique, il y a tout ce qui est extrait aéronautique de manière commerciale, il y a la sûreté. La sûreté, c'est 1/3 de notre métier, c'est 1/3 de notre budget. Vous voyez, tout ce que l'aéroport met pour rassurer le passager. Nous sommes aux normes européennes en termes de contrôle sûreté. Nous avons aussi des audits régulièrement. Il y a encore quelques jours, il y a eu un audit de nos mesures de sûreté. Et effectivement, l'aéroport fait des efforts très importants pour garantir aux passagers sa sécurité, sa sûreté. Ça, c'est primordial si on veut continuer notre développement. Et ça crée des embouteillages au départ maintenant. Bien évidemment, à certains moments, effectivement, les contrôles sont renforcés. Il peut y avoir effectivement un peu plus d'attente. Donc, nous, on essaie de redimensionner les équipes, de rajouter des postes de contrôle pour la facilitation. Mais n'empêche que je préfère effectivement qu'un avion peut-être ait un quart d'heure de retard, mais qu'on soit sûr que les procédures ont été bien respectées, plutôt que d'imaginer des raccourcis, ce qui n'est pas légal. Vous savez, il y a un système de contrôle, un système d'amende aussi au niveau du concessionnaire si les mesures de sûreté ne sont pas respectées. Il y a un système avec une pénalisation aujourd'hui qui a été renforcée. Il ne s'agit pas simplement de faire pour faire, il faut qu'on soit efficace, il faut qu'on respecte la réglementation et là on peut être condamné par rapport à cela. Et à la Barbade, ils ont l'intention cette année justement de rajouter les appareils d'empreinte digitale. Est-ce que c'est prévu aussi en Guadeloupe? Comme à Miami. Avec les... Voilà. Oui. D'empreinte digitale, alors c'est-à-dire que au niveau les yeux et les doigts. Alors il y a effectivement donc alors, je sais pas aussi c'est je pense que c'est plutôt pour le personnel, je pense. Non, pour le public maintenant à Miami, on vous fixe ce de caméra. À la Barbade aussi, ils l'ont prévu là cette année. Le contrôle frontière en fait. Voilà, exactement. Ouais. Là, c'est pas ma compétence. Je peux pas me prononcer. C'est vrai que les passeports biométriques, même à Porto Rico aussi d'ailleurs, avec l'enregistrement aussi d'éléments biométriques dans le passeport, donc ça existe. Mais je peux me prononcer sur un domaine qui n'est pas ma compétence. Donc, le passage aux frontières n'est pas dans la compétence de l'aéroport. C'est la police en fait. C'est la police, donc c'est elle qui doit peut-être pouvoir réagir par rapport à cela. Voilà. Mais c'est vrai que nous, donc, on a des mesures donc, qui ont été renforcées, qui sont contrôlées de plus en plus au niveau de la sûreté. Et ça, c'est véritablement primordial pour garantir le fonctionnement et le développement des activités aéroportuaires. Alors, je voulais vérifier quelque chose avec vous. Quand il y a des événements, par exemple la Coupe Davis ou encore la route du Rhum, est-ce que vous observez des pics de fréquentation réellement? Ça se chiffre réellement? Alors la route du Rhum, oui, on l'a démontré effectivement, puisqu'on a eu des hauts et des bas, je dirais, ces 20 dernières années au niveau du trafic. Et on a vu très clairement des statistiques de l'aéroport que dans les 3 ans qui suivent la route du Rhum,
il y a c'est après, c'est même pas pendant. Alors, un peu, parce que ça arrive en fin d'année, donc l'impact n'est pas tellement mesurable dans l'année de la route du Rhum. C'est plutôt l'année qui suit, sur la saison, puisqu'il y a une communication, il y a une visibilité de la Guadeloupe. Donc, généralement, dans nos graphiques, vous voyez, on met toujours la date de la route du Rhum. Et dans les 2 à 3 ans qui suivent l'événement, on voit que le trafic repart à la hausse. Il y a plusieurs fois où on était au fond du trou, entre guillemets, c'est la route du Rhum qui a fait que le trafic est reparti à la hausse. Donc, l'impact, il est réel. Maintenant, la dernière édition de la route du Rhum, c'est vrai qu'on n'a pas vu l'impact immédiatement. Parce qu'on était déjà à 2 millions de passagers quand on a eu la dernière édition de la route du Rhum, donc c'est dur quand vous êtes déjà haut de faire plus. Mais en tout cas, ça a soutenu, et je pense que pour répondre à la question de Jessie tout à l'heure, effectivement, je pense que la route du Rhum aussi a fait qu'on est resté bimillionnaire 3 années de suite. Je pense qu'au moins ça nous a permis de maintenir notre place, parce que quelquefois il y a une sorte d'essoufflement qu'on n'a pas eu, et on est resté au-delà de 2 millions de passagers, donc je pense que l'impact du Rhum a été là. Alors, bien que ça ne dépende pas de vous, mais je vous pose quand même la question, le fait que dans les îles du Sud, on puisse plus prendre l'avion, est-ce que ça a fessé le trafic, ou ça comptait si peu dans le volume de transport? Les îles du Sud, c'est-à-dire la Désirade, Marie-Galante, et bien sûr... C'est un phénomène qui n'est pas arrivé brutalement, qui est arrivé progressivement, donc ça se voit pas, je dirais, dans les stats. Aujourd'hui, les passagers qu'on n'a pas, mais ils sont au niveau du port, parce que le port a fêté son 1 millionième passager, donc dedans il y a les passagers croisières, mais il y a aussi donc du trafic de l'indépendance, donc ça ne s'est pas vu, parce qu'en parallèle aussi, des échanges ont beaucoup progressé sur Saint-Martin, Saint-Barthélemy. De l'autre côté, même Martinique. Voilà, donc disons, au plus fort, je dirais, ce trafic vers l'indépendance, je dirais qu'on faisait à peu près 120 000, 150 000 passagers sur l'indépendance. C'est à peu près ça qu'on faisait quand effectivement il y avait ces services de transport aérien réguliers. Donc, et vous avez récupéré sous les îles du Nord, c'est ça? Voilà, sous les îles du Nord, on a récupéré, parce que ce sont des territoires qui sont très dynamiques. Voilà, donc en gros, c'est pas arrivé brutalement, et c'est dans le temps, il y a eu cette concurrence avec le bateau, et donc l'évolution s'est faite comme ça. Voilà, donc... Et quel est le développement du coup prévu sur l'ancien aéroport du Rézé? Alors l'ancien aéroport du Rézé, ce que je tiens à dire, c'est que c'est une préoccupation permanente, donc déjà de la CCI à l'époque et de la SAGPC. Il y a déjà eu 3 appels à projets sur le site de l'ancien aérogare, et le dernier, je dirais, n'est pas si ancien que cela, pour des raisons diverses, donc ils n'ont pas pu se concrétiser ces appels à projets. Et donc actuellement, donc, nous avons mis en œuvre donc, une opération donc, de remise à niveau des routes, des parkings, des trottoirs, de l'éclairage public, des espaces verts, de l'aménagement urbain en concertation avec la ville des Abîmes. Donc on fait cette remise à niveau actuellement, et je pense que déjà ça donnera un autre visage à ces installations sud, et dans la fin de cette mise à niveau, on envisage de relancer l'appel à projet. Et je pense que la conjonction de tout ça va peut-être faire que cette fois-ci, cet appel à projet va aboutir. Prévu quoi pour en faire quoi exactement? Pas un aérogare. Alors c'est un appel à projet, c'est-à-dire qu'en fait, on donne quelques orientations, mais on laisse, je dirais, les porteurs de projet s'exprimer, de faire des propositions. On ne leur dit pas on veut ci ou on veut ça. Voilà. Donc c'est ça le principe de l'appel à projet. Donc il y a des contraintes en termes d'aménagement, parce qu'on est quand même un secteur aéroportuaire, donc il y a des hauteurs de bâtiments aussi à ne pas dépasser, il y a des contraintes vis-à-vis de la sûreté, vis-à-vis de la frontière. Voilà, on donne quelques orientations, mais on laisse effectivement les porteurs de projets s'exprimer. C'est ce qui a été fait les fois précédentes. Donc on a déjà eu des projets donc, tertiaires, on a eu des projets commerciaux. Le dernier projet qu'on avait eu, c'était le centre cinématographique. Oui. Voilà. Mais vous savez, il y avait un projet aussi concurrent, et le meilleur a gagné, entre guillemets. Voilà. Donc on laisse les porteurs de projets s'exprimer, et à partir de là, on voit ce qui est effectivement le plus intéressant pour la concession aéroportuaire en termes de réhabilitation. Alors, quand on examine, ça c'était lors de la conférence de presse, la place de l'aéroport Guadeloupe-Pôle-Caraïbes, au niveau français, quand même, il a quand même évolué un peu quand même dans la galaxie. Je crois qu'on est 10e, c'est ça? Oui, on est toujours 10e, on est premier des départements français d'outre-mer. Devant la Réunion. Devant la Réunion. La Réunion nous a dépassé une année, je crois, mais là, on s'est vraiment installé à cette position, parce que je crois qu'actuellement, ils sont en baisse de trafic, actuellement, donc peut-être que pour 2016, on restera. C'est curieux, parce que la Réunion, il y a quand même près d'1 million d'habitants à la Réunion. Oui, alors en fait, effectivement, donc ils ont une population de base qui est le double de la nôtre, mais ils ont moins de touristes. Donc c'est pour ça qu'on arrive à faire... on a davantage de touristes que... Bien sûr, que la Réunion. D'accord. Voilà. Et donc c'est là où on fait la différence. Et voilà. Donc en fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que lors de la conférence de presse, on a comparé notre position aujourd'hui de 10e avec le 9e. Oui.
Et pour qu'un jour on soit 9e, il faudrait qu'on fasse 2 à 3 fois plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et ce qui n'est pas possible, c'est possible ou pas non, finalement? Du jour au lendemain, c'est difficile. Ouais. Maintenant, potentiellement, oui. Vous savez, comme je l'ai dit lors de la conférence de presse, nous avons, le nouveau conseil de surveillance a adopté notre schéma directeur d'aménagement et de développement des installations. Et on sait aujourd'hui que le site, le foncier de Pôle Caraïbes, a un potentiel de 6,5 millions de passagers. Le site a un potentiel. C'est-à-dire que jusqu'à ce trafic-là, on ne sera pas obligé d'envisager un jour de construire un autre aéroport en Guadeloupe ou de construire un aéroport sur la mer, comme ça se passe aussi dans certaines îles ou certains pays. Donc c'est rassurant aussi, je dirais, pour ceux qui aujourd'hui... Alors quand vous dites le site, ça veut dire... les fonciers que nous avons, les 300 hectares que nous avons, sont suffisants pour accueillir ce trafic-là. Donc aujourd'hui, on a cette visibilité-là. C'est rassurant aussi de voir qu'on n'est pas obligé d'être dans une logique de rechercher du foncier nouveau site, par rapport à ce développement aéroportuaire. Maintenant, ce n'est pas l'aéroport qui va le décréter. Ce n'est pas en écrivant sur un schéma avec des bâtiments, des aérogares et des pistes qu'on va faire venir les passagers. Aujourd'hui, le rôle de la mission de l'aéroport, c'est que l'aéroport ne soit pas un frein au développement touristique, au développement économique de la Guadeloupe. Et que nous, on doit suffisamment, on doit accompagner, on doit aussi anticiper. Il ne faut pas non plus faire des investissements alors qu'il n'y a pas de trafic. C'est-à-dire que là aussi, il y aura un prix pour la collectivité si on fait des investissements avec des aérogares qui sont vides. Donc le but du jeu, c'est de coller au mieux au trafic. Et c'est vrai que la croissance avec la gare régionale, c'est une croissance un peu en marge d'escalier, ça permet justement d'avoir une capacité complémentaire de 500 000 passagers plutôt que d'aller construire un deuxième bâtiment aussi gros que Pôle Caraïbes. Donc aujourd'hui, il faut faire des investissements adaptés avec des pas relativement réduits pour être sûr que ça correspond à un besoin et qu'il y a le trafic en face pour l'amortir. Alors quels sont les développements prévus cette année justement pour maintenir les chiffres ? Alors, les développements, au niveau des chiffres, c'est vrai qu'aujourd'hui, la dynamique est en place. Donc, le but du jeu, c'est qu'on croise les doigts et qu'elle continue, cette dynamique-là. Donc, il y a de bonnes nouvelles sur la croisière, où la croisière, le programme va se développer, norvégienne qui revient, et les compagnies transatlantiques donc, qui ont maintenu leur offre. Donc, je pense qu'au niveau du trafic, les résultats seront au rendez-vous. Donc, nos équipes, bien évidemment, en collaboration avec le CTIG, continuent donc, la prospection. On était, donc, il y a une dizaine de jours donc, à Routes. On a vu, bien évidemment, norvégien, on a vu aussi d'autres compagnies qui peuvent être intéressées par ce modèle low cost, par ces liaisons moyens courriers. Donc on est sous toute une série de sujets comme cela pour pouvoir, je dirais, continuer, pérenniser cette dynamique. Voilà. Maintenant, au niveau investissement, donc aujourd'hui, le conseil de surveillance a voté le programme donc 2015-2020, dans lequel il y a les opérations que j'ai annoncées. Et donc, en ce début d'année, donc, nous travaillons sur un schéma directeur maintenant sur l'intérieur des bâtiments. Maintenant qu'on sait à peu près où on va, en termes de construction, en termes de potentiel, donc on a fait une étude de schéma directeur parce qu'en fait, on a toute une série d'aménagements qu'on a prévus dans les terminaux, notamment l'agrandissement de la salle des bagages, l'augmentation de la capacité de la salle d'embarquement, la restructuration. Un deuxième ascenseur peut-être. Peut-être. Oui. La restructuration aussi donc des activités commerciales, avoir plus de potentiel. Donc tout ça, on va maintenant le mettre en musique avec une organisation donc, de ces investissements, une optimisation de ces investissements, pour qu'en gros, dans le deuxième semestre de cette année 2016, on sera en mesure donc de lancer ces opérations. Donc aujourd'hui, c'est toujours soutenir la dynamique au niveau de la croissance du trafic avec cet effort de prospection en collaboration avec CTIG, mais aussi préparer donc cette évolution du trafic en finalisant les opérations qui sont aujourd'hui inscrites au budget 2015, la programmation de 2015-2020. Il n'y a pas un manque de liaison entre l'Antiopole et l'aérogare, je parle en termes de circulation. C'est-à-dire circulation. C'est-à-dire que bon, il est un petit peu excentré par rapport à, il n'est pas intégré réellement dans le site, il est un petit peu à l'écart. Est-ce que on prévoit pas peut-être comme ça se fait dans certains aéroports des petites voiturettes qui font l'aller et le retour? Alors en fait, l'Antiopole, c'est un peu le vaisseau avancé. Oui. Donc il est à l'entrée de l'aéroport. Il y a une superbe signalétique aujourd'hui. Oui, on a vu. On a voulu aussi majestueuse. Oui, on a vu. Ça fait un petit peu d'ombre à celle de l'aéroport. Oui. Et effectivement, donc l'opérateur d'Antiopole a estimé qu'il y a un potentiel de 5 millions de passages, effectivement, devant ce site. Donc aujourd'hui, nous accompagnons la SAM-SAMAR sur toutes les opérations qu'il y a à faire, de façon à ce que effectivement le chaland, je dirais, puisse bénéficier d'Antiopole. Ils sont quand même positionnés un peu en tête de pont, vous voyez. Oui. Et donc, il y a toute une série d'opérations prévues par la SAM-SAMAR, donc d'animation, de communication. Et surtout la liaison, je parle de la liaison. Complémentaire aussi autour, effectivement, pour que effectivement, ce centre... il y a deux activités, l'activité donc, tertiaire
et activité commerciale. L'activité tertiaire, il n'y a aucun souci, puisque je crois que la commercialisation se passe bien. Il va bientôt avoir l'arrivée donc, de Pôle emploi, qui est un très gros loueur, je dirais, dans cette zone-là. Et sur l'activité commerciale, comme tous les centres commerciaux, même ceux de Jarry, la mayonnaise a pris un peu de temps à avancer. Mais c'est vrai qu'il bénéficie d'une visibilité extraordinaire grâce à cette présence près de l'aéroport et ce passage, je dirais, qui est quasiment unique en Guadeloupe, d'avoir un tel passage à proximité donc d'une zone commerciale. Alors maintenant, il y a une dynamique aussi d'investissement, parce que le projet hôtelier a pris un peu de retard, mais il est prévu effectivement un hôtel, il est prévu une zone de restauration. Donc tout ça va participer à la dynamisation d'Antiopole. Alors justement, ce sera peut-être une dernière question. L'avant-dernière, voilà. et très vite. Pour les 20 ans du coup de Guadeloupe Pôle Caraïbes, quelles sont les animations qui seront prévues soit au sein de l'aéroport même ou bien d'Antipole cette année? Alors, comment dire, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est vrai que pour l'instant, le temps fort, ça a été l'exposition des 20 ans qu'on a inaugurée la semaine dernière, qui va rester en place jusqu'à la fin d'année. Alors, on va peut-être au cours d'exposition renouveler les photos, rajouter d'autres supports pour qu'elles soient très riches. Donc, on a fait déjà l'exposition au niveau du R1. Il est prévu une petite exposition au niveau du hall régional et quelques points de rappel au niveau donc, de l'embarquement dans les jours qui viennent. Donc, c'est quelque chose qui va être assez ample. On a prévu vers le mois de juin donc une autre conférence de presse plus axée justement sur l'aspect un peu prospectif, stratégique avec les membres du conseil de surveillance, donc dans le cadre de ces 20 ans, et un temps fort donc en fin d'année qu'on est en train de préparer, donc je ne vais pas trop dévoiler le contenu, mais plusieurs autres petits clins d'œil. Il y aura un concours, il y aura des animations aussi sur Facebook, voilà. Toute une série de choses qui vont être déclinées, mais pour l'instant, c'est l'expo et un deuxième temps fort vers le mois de juin. Voilà. Jessie, il faudra aller voir l'expo. Alors, juste une dernière question, on va répondre très rapidement. 1996 à aujourd'hui, ça fait 20 ans. Est-ce que, de votre point de vue, puisque vous étiez pratiquement déjà là, les 20 ans passés, le carton est plein, c'est-à-dire tout ce qui a été prévu a été réalisé ou il y a encore un manque à réaliser? Vous savez, un aéroport, on n'a jamais terminé. Oui. On n'a jamais terminé. C'est pas comme un musée, comme le Memorial Act, on a construit. Oui. Donc ça vit beaucoup. Oui. Vous savez, Pôle Caraïbes, c'était 130 millions d'euros d'investissement. Oui. Et on a quasiment fait déjà autant d'investissements que depuis la mise en service de Pôle Caraïbes. Et pourtant, il n'y a pas un deuxième bâtiment qui a été construit. Oui. Pour vous dire qu'un aéroport, justement, c'est sans cesse qu'il faut avoir cette réflexion sur les adaptations, les évolutions, sur l'aménagement, sur l'intégration de nouvelles technologies. Voyez. Donc, en fait, il faut toujours qu'on ait un coup d'avance sur le développement, l'aménagement du terminal, sur les services qu'on peut offrir aux compagnies aériennes, de façon à ne pas être en retard. Parce que si on est en retard, on va pénaliser, entre guillemets, l'industrie. Voilà. Donc c'est pour ça que dire qu'on a fait ou on n'a pas fait, non, c'est avoir aujourd'hui l'organisation, l'écoute vis-à-vis de nos clients et aussi avoir cette réflexion prospective. Donc aujourd'hui, on a ce schéma directeur, donc la réflexion prospective. Ensuite, on a le schéma directeur donc global au niveau des installations. On va lancer le schéma directeur de l'intérieur des bâtiments pour avoir une vision encore plus de détails de ce qu'on doit faire et à partir de là, lancer ce programme, mais régulièrement retourner, je dirais, à la case départ, refaire la réflexion et voir si la direction qu'on a prise est la bonne pour nos clients et nos passagers. Vous savez que les investissements, ça se prépare très longtemps à l'avance. La gare régionale, c'est quasiment 7 ans à l'avance qu'il a fallu s'y prendre pour la mettre en service aujourd'hui. Pôle Caraïbes, pareil, c'est en 89 on a pris la décision et c'est 7 ans après que le bâtiment a été construit. Donc c'est prendre de l'avance, être prospectif, anticiper les besoins pour être prêt au bon moment. Donc quelquefois c'est un peu délicat, on peut quelquefois louper le rendez-vous, mais l'essentiel c'est d'être dans sa dynamique, ne pas être un frein au développement de la Guadeloupe. Monsieur Biet, on vous remercie, on vous donne rendez-vous en 2036. Pour le 40e anniversaire. Il est pratiquement 13h. Cette partie du ZCL est terminée. On remercie le président du directoire de Guadeloupe Pôle Caraïbes d'être venu jusqu'ici nous parler, nous raconter un petit peu l'aéroport. Et puis on continue tout à l'heure avec le journal et notre chronique touristique. On est en plein tourisme aujourd'hui. On décolle vers la pub et puis on se retrouve tout à l'heure. Hein?
Il est 13h08 et on poursuit donc avec le développement de l'actualité. Le 53e Salon international de l'agriculture, c'est en ce moment à la porte de Versailles de Paris. Comme chaque année, la Guadeloupe est présente pour mettre en avant donc son savoir-faire, dégustation, découverte et spécialité des terroirs. Même si le secteur de l'agriculture souffre considérablement de sa situation économique en France, le salon reste un événement incontournable pour notre région. Reportage tout de suite avec notre correspondant sur place, Maurice Cessé. Tout à fait, donc c'est la troisième fois que nous venons au Salon de l'Agriculture. On essaie de ne pas venir chaque année parce que c'est vrai que ça coûte assez cher. Mais c'est vrai que nous venons pour pouvoir promotionner le domaine de l'habitation, l'Agri-Volière à Paris, parce que c'est vrai que 99% de nos visiteurs ce sont des Français. Hein. Donc nous venons justement amener notre savoir-faire ici à Paris. Donc c'est vrai que nous savons transformer le café, nous avons très bon café. Nous avons des produits agro-transformés aussi, tels le cacao, tels les fruits qu'on transforme en liqueur. Donc c'est vrai, vous avez vu dès le premier jour notre stand est pris d'assaut. Et ça nous fait énormément plaisir parce que les gens, ils apprécient le produit. Il y a des gens qui tout de suite voient le produit, qui achètent, qui viennent acheter. Donc pour un premier jour, ça nous fait extrêmement plaisir. Cette année, je suis venue présenter spécialement mes produits à la base de groseille pays. Des produits qui sont préparés par moi-même, artisanalement, de la commencement jusqu'aux finitions. Je plante les groseilles, je les prépare, je les transforme et là je viens présenter mes produits. De vrais produits du terroir de la Guadeloupe? Vraiment des produits du terroir de la Guadeloupe. On voulait faire connaître nos produits de la Guadeloupe et pour promotionner déjà tous les produits de la Guadeloupe pour que toutes les Antillais qui habitent en métropole voient qu'on amène leurs produits ici pour plus valoriser leurs produits en Guadeloupe, en métropole. Parce qu'auparavant on n'avait que la banane et vous vous êtes dit il y a d'autres produits que la banane? Tout à fait, on voulait faire voir ce que nous on produit en Guadeloupe. Alors, deux mots sur ces produits. On a la patate douce, on a les ignames Goskai, c'est une variété, on a le giromo, l'igname pas possible, les bananes plantains, bananes légumes, les christophines, les papayes verts, le pomme maracuja, les citrons verts. On a essayé de venir en petite quantité, juste parce que comme c'est pour la première fois, au fur et à mesure, on va voir pour l'année prochaine comment on pourra s'organiser mieux pour amener plus de produits pour valoriser tous les 10 jours qu'on est sur le salon. Oui, cette année, nous avons changé un petit peu au niveau design. Hein. On est entré dans la modernité. Plus qu'avec l'image qu'on avait avant. Donc on a voulu donner notre ton en tout cas à cette vitrine qui représente la Guadeloupe, la région Guadeloupe en tout cas. Donc nous nous soutenons un petit peu dans l'innovation. Vous avez vu le marché, donc nous avons mis en place cette année un marché avec des produits locaux pour montrer que c'est vrai que à part le rhum, le sucre et la banane et le melon, nous avons d'autres productions. Et du côté de l'économie, vendredi dernier, au WTC de Jarry, en Guadeloupe, avait lieu un séminaire sur le développement économique donc dans les DOM. Ce séminaire qui regroupait la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane avait pour but de mobiliser toutes les organisations membres de la FEDOM autour d'un projet de développement pour les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution. Le président de région Guadeloupe, Harry Chalus, était présent avec les représentants de la Martinique et de la Guyane. Cette rencontre était d'autant plus importante avec l'approche des élections en 2017. La situation économique des régions ultramarines doit absolument être prise en compte dans le développement donc, de l'emploi. Reportage tout de suite avec Yanis Péquignot et Danick Sandronis. Nous avons pu réunir l'ensemble des DOM, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Malheureusement, la Réunion n'a pas pu nous rejoindre. Mais au travers, je dirais, de ce type de réflexion, nous pourrons faire avancer nos projets en commun et fédérer, je dirais, nos actions. À défaut d'influencer, on peut apporter nos idées et puis se battre, je dirais, sur un certain nombre d'actions ensemble, surtout pour pouvoir, demain matin, régler les problèmes du chômage des jeunes. Ça peut déboucher sur des propositions extrêmement pratiques, extrêmement concrètes des milieux économiques qui veulent être, comme je l'ai dit tout à l'heure, des acteurs des décisions qui seront amenées à être prises par les décideurs politiques, notamment dans la campagne électorale, pour que pour les présidentielles, on n'oublie pas l'outre-mer et que l'outre-mer soit au cœur des débats de la grande
grande élection qui sera celle de l'année prochaine. C'est un séminaire très important. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on va rentrer dans une période où il va y avoir beaucoup de débats politiques compte tenu de l'échéance de 2017. Et il faut à ce titre que nous puissions réfléchir effectivement sur les conditions dans lesquelles nous pouvons soutenir nos entreprises et le développement économique, parce que la question qui est primordiale pour les élus que nous sommes, c'est la question de l'emploi. Et on va régler la question de l'emploi que si on permet le développement de l'emploi privé qui passe par le développement de nos entreprises. Nous sommes une organisation totalement et résolument apolitique. Ça n'aurait aucun sens d'être un lobby politique. Nous reconnaissons ce qui se fait de bien. Nous disons là où on pourrait aller un peu mieux et un peu plus loin. Donc nous essayons d'être tout simplement objectifs. Donc critique quand il faut l'être, constructif quand il faut l'être. Voilà, il faut ajouter que cette réunion à l'initiative de la FEDOM avait d'abord été suscitée, il faut le dire, par les MEDEF de Guadeloupe, MEDEF de Martinique et probablement MEDEF de Guyane. Il y a eu donc un avant-projet d'une centaine de pages avec un certain nombre de propositions. Alors, ces propositions, semble-t-il, d'après ce que disait M. Philibert de la FEDOM, devraient se retrouver dans un livre blanc avant les élections. Seront-elles prises en compte? That is the question. Et d'autre part, on a remarqué que pendant, et Mme Panchard nous le disait, que le MEDEF n'a pas du tout pensé au développement de la Guadeloupe en direction de la Caraïbe. C'est un créneau sur lequel il va falloir bien sûr un jour s'interroger. D'ailleurs, nous recevrons dans les jours qui viennent le président du MEDEF Guadeloupe, M. Bounou Blandin, qu'on a vu. On parlera avec lui. Sinon, aujourd'hui, on va inaugurer une nouveauté, puisque à partir de ce lundi, et une fois par mois, peut-être même deux, enfin on verra, on aura le plaisir et l'honneur et l'avantage de recevoir Béatrice Perrault. Bonjour. Bonjour, Danick. Béatrice Perrault, elle est directrice de l'Office de tourisme de Terre-de-Haut, et c'est elle qui, chaque fois qu'elle viendra ici, viendra nous parler un peu de ces îles du Sud, mais particulièrement de Terre-de-Haut. On fera peut-être une petite ouverture sur Terre-de-Bas tout à l'heure. Alors Béatrice, merci d'avoir accepté ce challenge télévisuel. Il y a beaucoup de choses à dire sur Terre-de-Haut. Oh, il nous faudrait plusieurs chroniques en effet, Danick. C'est vrai? Oui. Bien, alors, on va essayer de comprendre un peu cet archipel dans l'archipel, puisque beaucoup de gens comme Jessie ne connaît pas Terre-de-Haut, je tiens à vous le dire tout de suite, mais enfin, après votre chronique, Béatrice, elle aura sûrement envie de connaître Terre-de-Haut, et Zébris, qui est avec nous en réalisation, ne connaît pas non plus Terre-de-Haut. Alors, première question, qu'est-ce qu'on peut dire de cet archipel? En effet, souvent quand on parle des Saintes, les gens pensent que les Saintes, c'est uniquement Terre-de-Haut. Il faut savoir que c'est un archipel, donc avec effectivement 2 grandes îles habitées, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas, et plusieurs autres îles qui constituent l'archipel, la Redonde, la Coche, les Augustins, Grand-Îlet, l'Île-à-Cabri, et puis juste une question, ces petits îlots îlets sont habités ou pas? Ils ne sont pas habités. Vous avez 2 grandes îles qui sont habitées, les îles principales, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. L'Île-à-Cabri, par exemple, n'est pas habité. L'Île-à-Cabri n'est pas habité. Et il y a des cabris là-dessus? Il y a des cabris, en effet. Ah, oui, d'accord. Oui. Bon, il y a un très beau projet sur l'Île-à-Cabri, mais on aura l'occasion de revenir dessus. Oui. Donc, lorsque vous êtes en Guadeloupe, en arrivant de Pointe-à-Pitre, lorsque vous atteignez Capesterre-Belle-Eau, vous pouvez déjà voir de la nationale les Saintes et la baie des Saintes. Donc c'est pour vous dire que nous ne sommes pas très loin finalement. Ça fait quoi en termes de voyage en bateau? En traversée, vous avez environ 15 à 20 minutes en bateau. En bateau? Au départ de Trois-Rivières. Mal de mer compris. Hein? Mal de mer compris. Mais nous voyageons très bien maintenant sur les bateaux que vous avez au départ. Donc, les îles sont desservies par Trois-Rivières, au départ de Pointe-à-Pitre également, et Saint-François, en passant par Marie-Galante. Alors, ces 2 îles, parce que bon, on a dit tout à l'heure avec vous, c'est un archipel dans l'archipel, 2 îles principales, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. 2 petits mots comme ça sur Terre-de-Bas en passant. Terre-de-Bas, vous avez 2 communes. Vous avez, ce sont deux communes. 2 îles et 2 communes. 2 îles et 2 communes, avec un maire dans chaque commune. Et de la mer dans les 2. Et de la mer entre les 2. Les îles, il y a 5 km à peine entre les deux îles. Terre-de-Bas est moins connue, parce qu'effectivement, elle a développé un tourisme beaucoup plus tardivement. On peut dire que Terre-de-Bas, c'est l'île rurale. Elle a développé un tourisme vert. On a quand même des hébergements
d'hébergement touristique qui commencent à s'installer, de très bonnes tables. Terre de Baie, surtout connue pour ses randonnées. Entre les deux îles, quelle est la distance à peu près? À peine 5 km. À peine 5 km, oui. Vous pouvez relier, un bon nageur peut faire ça. Oui, mais il y a une compétition justement entre les deux îles. Oui, entre les îles. Vous l'avez essayé? Pas encore. Pas encore. Oui, alors, sur Terre de Haut, il y a beaucoup de choses à dire puisque vous êtes responsable de l'Office du tourisme. Alors, on dit qu'il y a une surpopulation touristique sur Terre de Haut. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que vous recevez trop de touristes? Comment vous gérez ça? C'est vrai que vous ne pouvez pas venir en Guadeloupe, Danick, sans venir à Terre de Haut. C'est le passage incontournable, en effet. L'île regroupe, on dira, tout ce qu'un visiteur recherche. Vous avez du dépaysement à un coût, un très bon rapport qualité-prix et très rapidement vous pouvez arriver ici, contrairement, je dirais, à Marie-Galante où vous avez quand même 1 heure de trajet. L'île est belle aussi, mais c'est vrai que Terre de Haut, on dirait que c'est le vrai dépaysement. Le temps, la dimension temps n'existe pas. On oublie le temps. On oublie le temps. On dit que Marie-Galante, c'est la Guadeloupe d'antan. Terre de Haut, il n'y a pas, le temps n'existe pas. Vous vous y perdez et puis vous loupez même votre bateau pour repartir. D'accord. Et c'est si magnifique, il y a des sites à visiter. Il y a foultitude de sites. Le Fort Napoléon. Oui. Le Fort Napoléon. Le Fort Napoléon. C'est quoi ce Fort Napoléon? Le Fort Napoléon, alors c'est un fort, bien sûr. Oui. C'est un fort qui est classé qui est classé monument historique depuis 1997. Il se visite uniquement le matin. Il est incontournable. Il faut absolument y aller. Vous le rejoignez en 30 minutes à peine. C'est une très 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 belle. Il faut y aller à pied. Comment on va au fort? Vous pouvez y aller à pied. Vous pouvez y aller. Alors il y a plusieurs façons de visiter Terre de Haut. Vous pouvez soit y aller à pied puisque l'île n'est pas très grande, ou sinon louer un moyen de locomotion. Donc y aller en golfette. Avec mon 4x4 par exemple, je viens avec mon... Non, les rues sont trop étroites. Donc une golfette ou un scooter ou un vélo électrique. Donc Zébris pourrait très bien, qu'il y ait un scooter pourrait très bien venir à Terre de Haut. Tout à fait. Et puis nos plages, nos plages, vous avez la plage de Pompières, la plage de Rodrigue, la plage de Figuier, la plage de Fond de Curé, il y en a. Il y a vraiment de quoi faire. Et puis toutes les activités de loisirs, vous avez vraiment de quoi faire en une journée. Et plus, d'ailleurs, il ne faut pas venir à Terre de Haut pour une journée. Il faut vraiment rester plus longtemps. Alors, de manière générale, comment se porte le tourisme à Terre de Haut? On peut annoncer des chiffres? La saison a été plutôt bonne. On dira que les chiffres sont en augmentation par rapport à 2013, 2014. On atteint à peu près 190 000 passagers. Alors bien sûr, résidents compris, nous ne pouvons pas encore faire la part entre les touristes, les visiteurs et les résidents, mais il faut compter à peu près moins de 20% pour les résidents. Donc ça nous fait une bonne fréquentation. Des retours des professionnels, ils sont plutôt satisfaits. C'est vrai qu'on bénéficie quand même depuis l'année dernière des reports de l'Europe. La Caraïbe est épargnée pour l'instant, donc tant mieux pour nous. Même de la Réunion depuis 2013-2014 aussi. Et puis avec l'arrivée de la norvégienne depuis l'année dernière, nous en bénéficions vraiment véritablement. Heureusement, malheureusement, vous allez me dire, pas d'avion pour aller à Terre de Haut. Nous avons un petit aérodrome qui est utilisé uniquement pour les privés. Pour l'instant, oui, pour les privés. C'est vrai que le transfert par bateau est pratique. Alors, je voulais rapidement revenir avec vous sur le fort. Vous avez parlé de ce fort Napoléon qui ne date pas d'aujourd'hui. Le fort, son existence, le fort tel que l'on connaît maintenant, il a été construit on dira fin 19e, donc 1844, et c'est terminé en 1867. Mais avant, à la place du fort Napoléon, il y avait le fort Louis qui a été construit. Il y avait un fortin en bois qui a été construit en 1777.
Voilà. Donc il a été détruit. Alors nous sommes au XVIIIe siècle. Vous savez, vous avez la guerre d'indépendance entre les colonies d'Amérique du Nord et l'Angleterre. Donc on dira qu'on est le contexte. Il y a eu la bataille des Saintes en 1882. On ne parle pas de ça aujourd'hui, mais enfin. Et puis il y a la conquête aussi avec les grands pays comme l'Angleterre et la France, donc à chercher effectivement à récupérer toutes les îles d'Amérique. Et donc Terre de Haut et Terre de Bas étant effectivement stratégiquement bien placées, il était important de protéger justement la Guadeloupe. Donc c'était important d'installer, donc sous Louis XVI, a été construit justement le fort Louis, qui a été détruit en 1809. Alors avant de conclure, Béatrice, Jessie nous vous regarde avec intérêt et se rend compte qu'elle a raté déjà depuis de nombreuses années quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour Terre de Haut aujourd'hui? En résumé, globalement, Jessie veut venir à Terre de Haut demain, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, je lui dirais qu'il faut... Elle vient en bateau. Elle vient en bateau, oui, depuis Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas où habite Jessie, mais elle habite Gosier. Pointe-à-Pitre, c'est possible. Il faut qu'elle y passe au moins une nuit, ça c'est... Oui. C'est impossible. À la Belle Étoile, où il y a quand même des gîtes, de très belles structures, autant de l'hôtellerie classique jusqu'à du meublé, de la chambre d'hôte également, à de très bons tarifs. Il y a bien sûr, forcément, il faut réserver, Jessie, parce que... Alors, Jessie n'aime pas les crustacés. Qu'est-ce qu'elle pourrait manger en dehors des crustacés? Elle aime le poisson frais. C'est Jessie, oui, le poisson. Mais je pensais que tu allais répondre pour moi, Dani. Oui, non, je te laisse répondre, alors. Oui, bien sûr, j'aime le poisson frais. Le poisson frais. N'oubliez pas que Terre de Haut, c'est quand même la terre des pêcheurs. Donc Jessie pourra venir à Terre de Haut et manger de très bonnes choses. Entre le sucré et le salé, vous avez nos tourments d'amour. Je sais que vous êtes un peu gourmande, Jessie. Oui. Donc, ça c'est sûr. Vous ne pourrez pas faire l'impasse sur le tourment d'amour. Ah, voilà, le tourment d'amour, le fameux tourment d'amour. Qu'on trouve partout à Terre de Haut. Que l'on trouve à Terre de Haut. C'est vraiment la spécialité de Terre de Haut. Oui. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du tourment? Juste une question, on vous laisse partir. Alors, c'est une chinoise, mais vous avez Alors, au départ, le tourment, c'est au coco. Maintenant, il est décliné à la goyave ou à la banane. Et c'est une spécialité vraiment locale? C'est vraiment une petite spécialité de chez nous, tout à fait. Bon, alors, on a compris. Donc, on viendra, les Guadeloupéens qui nous regardent en France, en Martinique et autre part, si vous n'êtes jamais allé à Terre de Haut, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bateau? On prend le bateau et puis on reste une nuit et puis on se laisse guider par ses émotions et par l'accueil de la population. Et on se baigne aussi dans les eaux? Bien sûr. Alors, juste un petit mot, c'est vraiment le dernier, c'est la baie des Saintes. La baie de Terre de Haut. Oui. Alors, nous faisons partie du club des plus belles baies depuis pratiquement sa création. Les plus belles baies du monde? Les plus belles baies du monde, tout à fait. À côté de la baie d'Alongue, la baie du Morbihan, le Mont-Saint-Michel, etc. Et donc, oui, forcément, il faut venir à Terre de Haut. Oui. Voilà, eh bien, écoutez, Béatrice, merci de nous inviter si gentiment. Jessie, Dani. Et puis, on prend note et Jessie sera là, je vous assure qu'elle viendra. Ah oui, je suis convaincue, je serai là pour Pâques. Elle sera là pour Pâques, voilà. Prenez-vous-y tôt. Oui, et il faut qu'elle se pointe très tôt. Hein. Oui. On a déjà des réservations pour le mois de juin. Déjà des réservations? Pour le mois de juin. Wow, bien. Voilà, il est exactement 13h27 avant de prendre la pause pub. On continue avec Jessie en attendant qu'elle parte à Terre de Haut. Et Danick, là on part côté formation. Avec les changements climatiques que nous subissons aujourd'hui dans le monde, il est important pour l'homme d'avoir un autre regard sur son environnement et notamment sur son habitat. C'est l'intérêt du bac sciences et technologies de l'industrie et du développement durable dispensé au lycée polyvalent Raoul-Georges Nicolo à Basse-Terre. C'est une filière en phase avec les préoccupations contemporaines et les métiers d'avenir et qui permet aux élèves de travailler sur l'amélioration de nos constructions tout en prenant en compte les risques naturels croissants. Nous avons profité des journées portes ouvertes au lycée polyvalent Raoul-Georges Nicolo vendredi dernier pour découvrir ce bac STI 2D. Reportage. Donc je suis actuellement en terminale STI 2D, donc c'est le développement durable, donc tout ce qui concerne l'environnement. Donc j'ai choisi cette filière parce que j'aime beaucoup le dessin. De plus, ça apporte vers beaucoup de débouchés et aussi parce que c'est dans le domaine du bâtiment, dans les
dans les architectures qu'on ne voit pas souvent. Donc ça me plaît beaucoup et c'est pour ça que je suis dans cette filière. Comme projet de fin d'année d'architecture, on doit présenter un projet final. On choisit durant toute l'année le projet qu'on veut exactement faire et on travaille là-dessus justement. On a des heures de travail à respecter pour travailler sur notre projet. Et nous avons choisi une maison cylindrique, parasismique, écologique. Notre maison, elle est sur deux niveaux. Alors le premier niveau, c'est la partie dôme. Alors la partie dôme, on l'a choisie pour bénéficier de la lumière, du rayonnement solaire, grâce à sa forme sphérique, et pour son autostabilité d'ailleurs, pour le côté parasismique, parce qu'on est dans une zone 5, donc il faut penser à toutes ces contraintes. On a aussi, on a choisi aussi parce que c'est une structure qui ne dénature pas à 100% le paysage. C'est-à-dire que comme c'est sphérique, ça crée, on obtient une sorte d'harmonie avec la nature. On ne fait pas une maison comme ça, il faut avoir des connaissances particulières, puisqu'il y a plein de choses qui se jouent quand on fait une maison, donc la résistance, le confort des occupants ou plein d'autres choses comme ça. En général, les élèves doivent être bons en technologie collège. Donc s'ils sont bons en technologie collège et avec un bon niveau en mathématiques, donc disons en moyenne 12 en collège, ils peuvent suivre aisément la filière STI 2D au lycée. Donc sans souci. Avec la motivation, ils s'en sortent. L'objectif, c'est que les élèves poursuivent jusqu'au master 2. Donc nous formons des étudiants, c'est-à-dire nous formons des élèves pour atteindre ce niveau de master 2. Donc on ne prépare pas d'ouvriers, on ne prépare pas, je dirais, de personnel d'exécution. On prépare des cadres, catégorie A. Oui, j'aime le poisson frais. Alors oui, on revient donc suite au reportage donc, sur le bac STI 2D de Basse-Terre. On précise que ce bac débouche donc, sur les métiers de la mécanique, de l'informatique industrielle, l'électronique et les métiers du bâtiment et des travaux publics. Avant de continuer, on se retrouve donc juste après la pub. Il est 13h36 et on revient avec le développement de l'actualité. Et là, on part côté sport. Dans le cadre de la Coupe Davis France-Canada, la Ligue de tennis de Guadeloupe a décidé d'organiser la toute première édition du Karukira Kids Cup. Tout comme leur modèle senior, les jeunes pousses du tennis en Guadeloupe sont confrontés aux jeunes équipes de France et du Canada, au stade Lambert-Lambie au Gosier. La mini-coupe Davis a démarré ce dimanche pour une finale ce mercredi 2 mars. Nous sommes allés à leur rencontre donc vendredi avant le premier championnat. Reportage avec Arlus et Nicolas. En fait, nous, notre rôle de ligue, c'est d'entraîner vraiment les meilleurs jeunes 9-10 ans. Voilà, donc chaque année, on part en déplacement pour affronter d'autres jeunes un petit peu en métropole. Et là en fait avec la Coupe Davis on n'a pas pu partir en déplacement. Du coup on s'est dit voilà, avec mes dirigeants on va créer un événement et on va faire venir un peu les métropolitains et pourquoi pas des Canadiens. Donc voilà, donc on est parti sur un peu ce projet voilà, de Karukira Kids Club. Donc du coup les Canadiens ont vraiment bien pris l'idée, donc ils ont répondu favorablement tout de suite et les métropolitains aussi tout de suite. Donc voilà, donc du coup c'est fait que maintenant, pour la première fois on a réussi à faire venir des métros et des Canadiens pour venir affronter nos petits Guadeloupéens sur 4-5 jours de compétition sur nos terrains du centre de ligue. Là sur l'événement on a 20 jeunes, voilà, 20 jeunes donc on a 8 métros, 8 Guadeloupéens et 4 Canadiens. En termes de staff, voilà, il y a un capitaine à chaque fois pour 4 jeunes. Et voilà, donc en fait en termes de matchs, il y a pas mal de matchs sur 4 jours, voilà, avec le matin et l'après-midi. Donc voilà, ça va être vraiment intense, plus les entraînements là qu'on a mis en place aujourd'hui. Donc ça va être vraiment une grosse organisation sur une semaine complète. Je vais travailler plus ma technique pour la mini Coupe Davis. Et voilà. Je suis confiante. Je sais que je pourrais gagner. Et
avec ma équipière aussi, en double, et gagner la mini Coupe Davis. Donc on est là en Guadeloupe pour une rencontre amicale internationale inter-Caraïbes, métropole et Canada. Au grand plaisir de ces jeunes garçons et filles qui sont arrivés hier. C'est une rencontre qui leur permet de se préparer un petit peu différemment d'habitude parce que déjà les conditions climatiques de vent et de chaleur par rapport à la période en métropole sont complètement différentes. Donc ils réapprennent à jouer un petit peu dans un contexte différent et puis on essaie de les préparer un petit peu tactiquement sur l'apprentissage du jeu. C'est des jeunes de 9 et 10 ans qui ont encore beaucoup de choses à construire sur des éléments fondamentaux de la tactique. Je vais jouer contre 2 équipes de France et une équipe de Canada. Après, pour la finale, c'est les 2 premiers qui ont gagné le plus de matchs. Moi, je suis confiant pour le tournoi. De toute façon, j'ai beaucoup de choses à gagner, mais beaucoup de choses à perdre aussi. Après, on va voir comment ça se passe. Et on rappelle que c'est ce vendredi que démarre le premier tour donc, de la Coupe Davis qui oppose la France au Canada au Vélodrome de Gourdeliane à Bémao, Danick. Oui, tout à l'heure je suis allé faire un petit tour, tout est en place. On a même pu voir Gaël, mon fils, qui s'entraînait en live, si on peut parler comme ça. Les 2 cours, il y a un cours de tennis d'entraînement et puis il y a le cours central avec les 6500 places. Et là, déjà, les confrères journalistes étaient venus chercher leur badge d'accès et aussi le badge pour la place de parking, parce qu'il faudra un badge presse pour la place de parking, et les box presse sont prêts. Pratiquement tout est OK. Alors ce ne sera pas en direct sur Canal 10, mais en direct sur beIN Sport, fort heureusement. Alors, puisqu'on parle de confrères, je vais dire que ce week-end s'est tenue l'Assemblée Générale de l'UJMG, vous savez ce que c'est, l'UJMG? Oui, c'est l'Union des journalistes et des médias guadeloupéens. Ça s'est tenu à Basse-Terre et le président Jocelyn Durizo, qui est rédacteur en chef du Progrès social, a fait un long discours sur lequel nous reviendrons probablement, puisque je tiens à signaler que vendredi ici, nous relançons l'émission C'est dans la presse. Et dans le cadre de cette émission, nous aurons l'occasion de recevoir notre confrère Jean-Claude Rode qui parlera effectivement plus en détail de cette UJMG et de ses objectifs et aussi de sa finalité. 2 petits mots qui ne vont pas plaire à tout le monde, en tout cas ceux qui, comme vous, Jessie, utilisent le gazoil savent que depuis ce soir, minuit, le gazoil aura augmenté de 2 centimes, il passe de 0,98 à 1 euro. Alors que le samplon, lui, diminue, il passe à 1,23 centimes, une baisse de moins 7 centimes, et la bouteille de gaz a augmenté de quelques centimes, il passe à 17,90. Voilà, c'est les dernières informations que je peux donner. C'est une bonne nouvelle pour moi, Danick, parce que je suis au samplon. Vous êtes au samplon? Oui. Ah, je croyais que vous étiez au gazole. Non. Ah, vous êtes au samplon. C'est une bonne nouvelle pour vous, pas pour moi alors. Et on continue donc, Danick, toujours sur le sport. La victoire de vendredi contre le Somerset à 4 buts à 1 n'a pas suffi à la Gauloise pour se qualifier à la Ligue des champions de la CONCACAF. Ce dimanche, l'équipe de Basse-Terre a perdu contre le Don Bosco à 4-1. Tout de suite, reportage avec Richard Etienne et Michel Terrasse. Ce but marqué par Kerlin George à la 87e minute de jeu va enlever tous les espoirs des Gaulois de revenir à la marque face à une équipe de Don Bosco qui, dans son organisation offensive, a su faire la différence. Le plan mis en place par le coach Jean-Yves Azimon s'est avéré payant. Jouer très haut sur l'adversaire pour les bloquer dans leur système de jeu jusqu'à la 43e minute. Une frappe de Benchi Estama un peu oublié qui trompe Dimitri Edouard d'un tir puissant et vicieux. 1-0 pour Don Bosco. Et ce sera le score à la mi-temps. En deuxième période, la rentrée de Lucas Larochelle à la place de Zénon pour amener un peu de fraîcheur dans le jeu gaulois. Sauf que Junior Delva est oublié et c'est le 2e but du club de Pétionville inscrit à la 54e minute de jeu. Un autre changement de Vadimon, Dominique Moka pour son expérience, à l'image de ce pénalty dans la surface de réparation transformé par Moka, 2-1 à la 78e minute. Puis c'est le coup de grâce pour Don Bosco, ce coup de fouet magistral de Kerlin George, 87e minute, qui donne la victoire à son équipe. Le score
3-1. L'analyse que je fais de ce match, c'est que enfin c'était fort quoi, c'était très fort sur leur prise de balle, sur leur déplacement. Voilà, il est 13h43 exactement. Le ZCL de ce jour est terminé. Si vous avez raté la chronique sur Terre de Haut, ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez tout de suite sur le www.zcl.tv. Sinon, il y a une rediffusion ce soir à partir de 0h, demain matin à 6h. L'information du jour, c'est bien sûr l'augmentation du prix du samplon, non, du gasoil, qui est passé de 98 centimes à 1 euro, alors que le samplon est aujourd'hui à moins 7 centimes, il est à 1,29 euros. Et la bouteille de gaz a augmenté de 19 centimes, elle coûte aujourd'hui 17,90. Et puis nous avons reçu aujourd'hui, il faut le dire, le président du directoire de l'aéroport Paul Caraïbe. Il s'agissait de M. Alain Bièvre, bien connu de Jessie. Et puis on a parlé de tourisme à Terre de Haut. Ce sera dans un mois encore avec Béatrice. Voilà, c'est fini. On se retrouve demain, Jessie. Oui, demain. Vous êtes là demain? Oui, je serai là. Vous êtes là en direct, moi aussi. Et aussi, Zébris sera là. Voilà, c'est terminé. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé. Mangez du poisson, de préférence frais.